Nous sommes réunis ce matin pour vous faire découvrir donc les opportunités du nouveau programme cadre dédié à la recherche et à l'innovation Horizon Europe. Donc la séquence sera enregistrée et sera diffusée sur notre chaîne YouTube en replay à l'issue. Donc merci à tous de bien garder vos micros coupés et à ne les allumer que pour les intervenants quand vous y serez invités et n'hésitez pas à poser toutes les questions dans le chat. Donc nous avons aujourd'hui les représentants en tout cas des principaux clusters, filières, labos des domaines agro-bio, agri-agro-bio qui repartageront également cette information vers leur cible à l'issue de cet événement. Et donc, nous avons eu la semaine passée une séquence d'ouverture de ces mardis d'Horizon Europe qu'on a voulu en région Bourgogne-Franche-Comté. Séquence en présence de représentants de la Commission européenne, des deux ministères de la recherche et de l'innovation et de l'économie, et du monde académique et du monde économique de la région. Donc à présent, on ouvre le premier mardi thématique sur AgriAgroBio. Et donc je tiens à saluer et remercier particulièrement Madame Emmanuelle Klein, qui est représentante au comité de programme Horizon Europe pour le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation dans le volet bio-agri-agro. Je remercie et je salue aussi nos deux témoins du jour, Madame Janie Bouvet de la société Inoculum Plus, avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années, et puis également Madame Eugénie Cornu, qui est chargée d'affaires Europe au sein du pôle Vitagora, pôle très engagé dans les affaires européennes et les projets européens également, nous le verrons. Et puis je salue aussi la participation, cette fois-ci en suiveur, pas en témoin, mais je le remercie encore pour la semaine dernière, de notre Drari, Monsieur Jean Guzot. Alors, je vois que Anne-Marie Vieux lève la main. Anne-Marie, Désolée Laurent, c'est une erreur. pardon. Alors, je vous propose de passer tout de suite à la suite des choses. Donc, très vite, pour resituer Horizon Europe. Horizon Europe, Emmanuel Klein va nous en parler en détail, mais il faut savoir qu'on est aujourd'hui dans une phase de relance aussi au niveau européen avec un budget européen pour les 7 prochaines années, le plus gros jamais obtenu, à la fois dans un cadre financier pluriannuel un peu plus de 1000 milliards d'euros, et surtout avec cette fameuse emprunt Next Generation EU de 750 milliards d'euros, dont une petite partie certes, mais une partie quand même, vient abonder Horizon Europe, qui de ce fait se retrouve le troisième budget de l'Union européenne derrière la politique agricole commune et la politique régionale. Donc justement, voilà, pour rappel un peu un mécanisme des différents dispositifs européens dont on entend beaucoup parler. On ne sait pas, on ne place pas toujours bien qui fait quoi et quels fonds reviennent à quoi et dans quel but. Donc nous avons un acteur au centre du jeu qui est bien sûr la Commission européenne, qui déploie un certain nombre de programmes sectoriels, dont le plus important est Horizon Europe, dont nous allons parler aujourd'hui, mais également peut-être des programmes comme Erasmus, qui sont plus connus de l'inconscient collectif, LIFE, qui est aussi un programme qui peut avoir des répercussions en matière agri-agro-bio, puisque c'est le programme autour de l'environnement, et puis un certain nombre d'autres programmes, qui sont des programmes gérés en direct par la Commission européenne, sans fléchage prédéterminé vers tel ou tel État membre ou telle région, et via la plupart du temps des appels à projets compétitifs ou l'abondement de certains autres programmes. Nous verrons dans le détail pour ce qui concerne l'agri-agro-bio avec Madame Klein tout à l'heure. Nous avons un autre acteur, les autres acteurs qui sont les États membres, qui ont un certain nombre de programmes intergouvernementaux, dont le programme Eureka par exemple, vous avez pu entendre parler en termes de recherche et de développement.
Et puis nous avons les régions, qui en France sont, je vous rappelle, chefs de file du développement économique depuis la loi NOTRe et la loi Pacte, qui, eux, mettent en œuvre la politique régionale, donc, qui est ce qu'on appelle les fonds européens structurels, et on va retrouver dans le FEDER et dans le FEADER, pour ce qui est de l'agri-agro, donc le Fonds européen de développement régional et le Fonds européen agricole de développement rural, également des subventions et des instruments en faveur du développement des entreprises et des exploitations en agri-agro-bio. Et quelques financements également liés à la recherche et à l'innovation. Mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le programme Horizon Europe. Et je passe la parole alors rapidement, avec peut-être un petit peu d'avance, mais comme ça lui laissera le temps de développer un peu plus longuement sa présentation fort riche à Madame Klein. Alors, je vous laisse la main. Bonjour à tous et à toutes. Alors, voilà, vous avez la main. Est-ce que ça parfait, c'est parfait. Ouais. Donc là, vous avez bien la première page. C'est parfait, on voit bien. Est-ce que c'est en mode de plein écran non, c'est pas en mode plein écran. Et là? Non plus. Non plus. Bon. Il faut peut-être que vous partagiez une fois que vous avez mis le mode plein écran. Bah oui, mais le problème c'est que je Ou alors sinon je peux vous l'envoie. Et on voit plutôt bien même comme ça. Le problème sur Teams, c'est qu'on ne voit pas forcément ce qui se passe sur les autres écrans. Bon, je vais rester comme ça. Donc, désolée pour cette introduction un peu cafouilleuse. Donc, je suis Emmanuelle Klein, je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et je suis représentante dans les comités de programme pour Horizon Europe pour le cluster 6 et je suis également membre du PCN Bio-Environnement, donc le point de contact national qui va être en charge de vous informer, vous, communauté de recherche et d'innovation, sur tous les programmes lancés par la DG Recherche et les autres DG sur ce programme européen pour la recherche et l'innovation. Donc, le contexte politique du cluster 6, hein, là je fais vraiment une approche cluster 6, mais dans une présentation globale au début de ma présentation. Donc, le contexte politique, c'est le Green Deal européen, donc le pacte vert européen, et les... Alors, excusez-moi, on voit toujours que votre page introductive. Et, oh là là. Sinon, si vous voulez que je vous passe les slides, sinon. Excusez-moi, c'est même plus... Excusez-moi, j'ai un problème là, je n'arrive plus à me remettre sur Teams. Voilà, je vais arrêter le partage. Même après un an de... Mais avec PowerPoint, c'est pas toujours facile. Sinon, je peux vous la lancer si vous en plein écran, comme vous voulez. Là, vous voyez quelle slide? La 3. D'accord. Mais on voit l'écran tout petit, en fait. Voilà, c'est mieux. Là, on voit la 2. Ok, donc je peux reprendre comme ça. Ouais. Si ça défile. Oui, ça défile. Là, on est à la 3, là. Ok, donc je reprends à la 2, excusez-moi.
Donc, le contexte politique pour le cluster 6, en particulier et plus généralement pour Horizon Europe, c'est le pacte vert européen, European Green Deal, et les objectifs de développement durable donc, de l'ONU de 2015. Donc, le but dans le contexte du cluster 6, c'est de protéger l'environnement, gérer de manière durable les ressources biologiques et naturelles terrestres et aquatiques, garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et assurer la transition vers une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l'utilisation des ressources et une économie circulaire et promouvoir la bioéconomie durable. Donc, pour rappel, Horizon Europe se détaille en 3 piliers principaux. Donc, le pilier 1, l'excellence scientifique avec au son sein le Conseil européen de la recherche, les actions Marie-Sklodowska-Curie et les infrastructures de recherche. Le pilier 2, donc, ce sont les problématiques mondiales et la compétitivité européenne, donc avec 6 clusters, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on se situe là, dans le cadre de cette présentation, sur le pilier 2. Je ne parlerai pas du tout des actions du pilier 1 ni du pilier 3. Le pilier 3 étant l'Europe innovante, donc avec la mise en place du Conseil européen de l'innovation, des écosystèmes européens d'innovation et de l'EIT, donc Institut européen d'innovation et de technologie. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle le pilier couché sur la participation, l'élargissement de la participation au programme européen et le renforcement de l'espace européen de la recherche. Donc, Horizon Europe, c'est un budget de 95,5 milliards d'euros avec la répartition budgétaire que vous voyez à l'écran, donc avec plus de la moitié du budget alloué au pilier 2, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le pilier 2 est divisé en 6 clusters. Je suis désolée pour la taille, il faudra qu'on revoie un peu la taille des bulles et de la police. Donc, le premier cluster, c'est le cluster santé. Le deuxième, c'est les sociétés inclusives et créatives. Le 3, c'est la sécurité civile pour la société. Le 4, c'est numérique, industrie, espace. Le cluster 5, c'est climat, énergie, mobilité. Et le 6, c'est alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. C'est celui qui nous intéresse aujourd'hui et que je vais essayer de vous présenter dans ces grandes largeurs. Donc, pour rappel, dans le pilier 2, les types d'actions et les conditions de participation sont les suivantes. Donc, les types d'actions, ce sont des actions de recherche et d'innovation, intitulées RIA, donc avec des taux de financement à 100%, quelle que soit la forme juridique de votre entité, publique ou privée. Des actions d'innovation, ou IA, Innovation Action, avec un financement de 70 à 100% en fonction de votre type d'entité, si vous êtes public ou à but lucratif ou à but non lucratif, et des actions de coordination et de soutien, qui sont, elles, financées à 100%. Les coûts éligibles, donc les 100% remboursent 100% des coûts éligibles, donc ce qu'on appelle les coûts directs, qui sont en lien direct avec le projet, donc les coûts de personnel, la sous-traitance et les coûts additionnels, donc les déplacements, les équipements, les travaux et services, les consommables, enfin tout ce dont vous avez besoin pour votre projet de recherche, plus les coûts indirects avec un taux de forfaitaire de 25% des coûts directs. Ça, je vous le rappelle rapidement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et les budgets sont de l'ordre de 3 à 15 millions d'euros par projet. Donc ça dépend vraiment du type de projet que vous allez voir dans le programme de travail. Il faut vraiment aller voir quels sont les budgets, quand vous répondez à un projet, quels sont les budgets disponibles et combien de budgets sont attendus pour avoir à peu près une idée de la taille de votre projet au niveau financier. Donc ça, je vais passer vite là-dessus parce qu'on pourrait y passer tout un webinaire, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc là, c'est le processus temporel de dépôt d'une proposition. Donc il y a la publication du programme de travail donc, qui n'est pas encore acté aujourd'hui. Malheureusement, la commission repousse un peu
régulièrement la date de publication officielle. Ça aurait dû être au 15 mai. Ça s'est repoussé à début juin, voire mi-juin. Donc, on n'a pas encore le lancement officiel. Mais à la fin de la présentation, vous avez quand même un lien vers un document provisoire du programme de travail. Ensuite, il y a la clôture de l'appel. Donc là, les appels 2021, je vais me concentrer essentiellement sur les appels 2021 dans cette présentation. La clôture de l'appel, ça sera début septembre. Donc effectivement, ça laisse très peu de temps pour répondre. Et ensuite, il y a la phase d'évaluation. La commission s'engage à donner les résultats sous 5 mois suite au dépôt des propositions. Et ensuite, la préparation de l'accord de consortium, de la convention de subvention, etc., etc. Donc ça, c'est pour rappeler aussi les dates. Les dates de publication, actuellement, on n'a pas de date officielle, mais la date de clôture est au 1er ou 2 septembre. Ça dépend vraiment des appels, mais bon, c'est début septembre qu'il faut avoir en tête pour les deadlines. Donc, le cluster 6, je passe rapidement là-dessus. Le cluster 6, dans le programme spécifique, c'est-à-dire le programme qui va durer pendant les 7 ans de la programmation, ce que j'ai oublié de dire, c'est un programme qui va durer 7 ans. Il y a 7 domaines d'intervention. Donc, ça, c'est pour toute la durée du programme de travail. Observation de l'environnement, biodiversité et ressources naturelles, agriculture, forêt et zones rurales, mer, océan et eaux continentales, systèmes alimentaires, systèmes de bioinnovation dans la bioéconomie de l'Union européenne et les systèmes circulaires, axés sur l'économie circulaire. Ces domaines d'intervention donc, établis pour 7 ans vont être, les cartes sont un peu rebattues pour la programmation pour les 4 ans, donc qui est issu du plan stratégique mis en place par la Commission européenne et décliné dans chaque programme de travail pour chaque cluster. Donc, pour le cluster 6, on a un premier programme de travail pour 2021-2022 et on aura dans ce même plan stratégique pour une durée de 4 ans un deuxième programme de travail pour 2023-2024. Mais là, je vais essentiellement passer en revue l'année 2021 qui nous intéresse plus particulièrement. Donc, le cluster 6 est rebattu, enfin les cartes sont rebattues en 7 destinations, donc qui révisent un peu les domaines d'intervention qu'on a vus auparavant. Donc la première les destinations ont été mises en place en concertation avec toutes les directions générales de la Commission européenne pour avoir un programme de travail cohérent en accord avec les orientations de la Commission européenne. Donc la première destination, c'est la biodiversité et les services écosystémiques. Donc là, je sais que le focus est agri-agro, mais je vais vous en parler quand même parce que les sous-domaines sont les suivants. Donc comprendre le déclin de la biodiversité, valoriser, restaurer la biodiversité et les services écosystémiques. Et donc, il y a un sous-domaine qui s'occupe de la gestion de la biodiversité dans la production primaire. Donc là, c'est vraiment la biodiversité domestique donc, qui est utilisée par l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, etc., etc. Donc, vous avez, même si votre focus est agri-agro, vous pouvez très bien trouver un topic qui vous convient dans cette destination biodiversité. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les autres sous-domaines. Et là, pour chaque destination, j'ai extrait des exemples de topics. Alors, je n'ai pas voulu être exhaustif parce qu'en une demi-heure, on n'a pas le temps. Je passe déjà mon temps imparti, je pense. Là, je vous ai donné quelques exemples de topics pour voir un peu, pour l'année 2021, j'ai pas mis, ah si, j'ai mis 2022. Pardon. Donc, quelques exemples de topics issus justement de la sous-partie sur la biodiversité en production primaire. Donc, vous avez comment augmenter la sélection en agriculture biologique, des sujets sur l'interculture, comprendre ses intérêts pour l'agriculture et pour les chaînes de valeur. Dans l'approche augmenter la biodiversité,
Donc, quels sont les effets, comment les suivre, les mesures pour l'agro-biodiversité. La protection et un topic sur la protection et la gestion des ressources génétiques forestières, donc d'intérêt pour la biodiversité dans le cadre du changement climatique et pour la conservation des forêts. La destination 2, donc c'est vraiment celle qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui, traite des systèmes alimentaires équitables, sains, respectueux de l'environnement, depuis la production primaire jusqu'au consommateur. Donc là, on a vraiment une approche chaîne de valeur et surtout, c'est le Farm to Fork, hein, c'est la stratégie Farm to Fork de la Commission européenne. C'est vraiment de la production jusqu'au consommateur. Donc, du coup, on a des sous-parties sur favoriser une agriculture durable. La même chose pour l'aquaculture et la pêche. Donc, aquaculture, ça inclut aussi de l'aquaculture d'eau douce. Hein, ce n'est pas uniquement l'aquaculture en mer. Et des topics sur la transformation des systèmes alimentaires. Donc, pour la santé, la durabilité et l'inclusion. Donc, il y a tout à la fois les parties nutrition, mais aussi comportement des consommateurs, accessibilité à l'alimentation, etc., etc. Et on a des topics spécifiques pour la coopération internationale, notamment coopération avec l'Afrique et la Chine. Donc là, quelques exemples pour 2021. Pour l'agriculture, on a développé des systèmes de culture pour les protéines, donc durables et compétitifs, et développer les chaînes de valeur liées à ces nouvelles cultures riches en protéines. Un topic sur le bien-être animal, par exemple. Et un autre exemple de topic. Donc là, encore une fois, je n'ai pas voulu être exhaustive, hein, j'ai mis des exemples. Et on a un exemple de topic sur l'alimentation, donc transition vers des habitudes de consommation durable et saine. La destination 3 est en charge de l'économie circulaire et de la bioéconomie. Donc, la première sous-partie, c'est l'économie circulaire. Donc là, on va s'occuper de sujets plutôt non agricoles, c'est-à-dire les plastiques, la transition, les circularités sur les textiles, etc. Mais ça peut être aussi des textiles biosourcés ou des systèmes biosourcés. Et ça, c'est la deuxième partie de cette destination. Donc, des systèmes d'innovation biosourcés et innovants pour la bioéconomie. Et on a deux sous-parties plus restreintes sur les forêts de l'Union européenne et la bioéconomie bleue, donc, pour développer les chaînes de valeur issues des ressources aquatiques. Donc là, quelques exemples, ce sont développer des nouveaux stocks de biomasse, donc pas des plantes, pour des applications industrielles. Et un autre topic, par exemple, c'est comment utiliser les microbiomes pour une innovation biosourcée et notamment pour des applications environnementales. La destination 4 s'intitule Clean Environment and Zero Pollution, donc avec le but de stopper les émissions de polluants vers les sols et l'eau, donc issues notamment des pratiques agricoles, protéger l'eau potable et gérer la pollution des eaux urbaines, traiter la question de la pollution des mers et des océans et augmenter la performance environnementale et la durabilité des procédés et produits. Sur cette destination, on va avoir des topics sur les cycles de nutriments, donc sur l'azote et le phosphore, sur la réduction des apports de ces nutriments dans le cadre des contraintes écologiques, optimiser les budgets liés aux nutriments en agriculture, des aspects sur les nouvelles techniques génomiques, comprendre les risques et les bénéfices avec un focus sur l'innovation biosourcée. Et par exemple, le topic 09, quels sont
les impacts et les compromis pour le développement de produits fertilisants alternatifs au stade local et global. La destination 5 s'intitule Land, Seas and Ocean for Climate Action. C'est comment le changement climatique a un impact sur les systèmes de production primaire et sur l'environnement. Et à l'inverse, comment ces systèmes peuvent apporter des solutions pour l'atténuation du changement climatique. Donc là, il n'y a pas de sous-catégorie. L'idée de cette destination, c'est vraiment le changement climatique, l'impact du changement climatique et comment on peut répondre en proposant des solutions. Donc là, par exemple, on a le développement de réseaux de démonstration sur le climate smart farming. C'est difficile à traduire en français. Donc, une agriculture plus respectueuse du climat. Donc, comment développer ces agricultures. Les approches agroécologiques, comment ça peut avoir des effets d'atténuation du changement climatique. On a aussi un topic sur les systèmes d'élevage résilients sous le contexte du changement climatique et un topic, là pareil, c'est pas exhaustif, mais ce sont des exemples marquants, l'agroforesterie pour avoir un impact sur le climat et la biodiversité. Et enfin, la destination 7, qui est un peu, comme je l'appelle, la destination fourre-tout, là où on n'a pas pu mettre les éléments qu'on voulait traiter, on les met dans cette destination, donc qui traite de la gouvernance innovante, des observations environnementales et des solutions numériques en soutien au pacte vert. Donc, les topics liés à la gouvernance et le soutien des politiques, ce sont surtout des CSA, des actions d'innovation, des actions de soutien pour mettre en place soit des réseaux, soit des choses comme ça pour proposer des changements de gouvernance auprès de la Commission et des États membres. Ensuite, on a une partie sur la valorisation des observations environnementales, que ce soit depuis l'espace ou in situ. Et après, les technologies numériques et des données comme facilitatrices, donc c'est tout ce qui est data et digital. Et enfin, une sous-partie sur la connaissance des systèmes d'innovation agricole acquis notamment. Et là, quelques exemples. Comment l'agriculture européenne peut opérer dans les frontières planétaires, comment modéliser l'usage des sols et la gestion des sols dans le contexte du changement climatique. Enfin, des sols, c'est plus large, hein, c'est des territoires de land management. Comment développer des technologies numériques et des infrastructures en agriculture, l'économie des données dans le champ de l'agriculture, donc quels sont les effets du partage de données et des big data, et un topic par exemple sur l'utilisation des drones en agriculture avec les risques et les valeurs ajoutées. Voilà un petit overview du cluster. Donc vous trouverez le lien vers le programme de travail donc, sur le registre de transparence de la Commission européenne, avec donc le document complet qui fait 500 pages. Donc le but là de cette présentation, c'était aussi de vous présenter l'architecture globale, que vous puissiez vous retrouver dans ce programme de travail. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés si vous êtes intéressé par le climat. Je dois faire une présentation la semaine prochaine sur les topics qui s'intéressent au climat. J'ai fait une recherche, par exemple, le mot climat apparaît 182 fois dans le programme de travail, donc c'est assez riche. Donc, vous pouvez trouver toutes les précisions sur les topics qui vous auraient intéressé. Et comme je vous ai montré, si c'est l'agriculture qui vous intéresse, ne vous limitez pas à la destination 2 sur l'agriculture. Vous voyez qu'il y a des topics sur l'agriculture numérique dans la destination 7, sur la biodiversité dans la destination 1, sur l'agriculture intelligente
pour le climat et les ressources dans la destination 5, etc., etc. Et un dernier mot sur les partenariats et les missions. Donc là, Laurent m'a demandé de faire un petit mot, mais sachant que ce n'est pas encore l'urgence du moment. L'urgence du moment, c'est vraiment le programme de travail 2021, ce qu'il faut répondre en septembre. Les partenariats, ils vont être lancés, enfin, les appels qui seront lancés pour que vous puissiez répondre seront lancés au plus tôt en début d'année 2022. Donc, on a encore du temps pour savoir comment les partenariats vont émettre leurs appels. Donc, pour mémoire, il y a 8 partenariats qui sont retenus pour la première phase de programmation, donc pour 4 ans. Et ceux en gras sont ceux qui sont dans le premier programme de travail. Donc, le premier, sauver la biodiversité pour sauvegarder la vie sur Terre. Water for All, de l'eau pour tous, sécurité des ressources en eau pour la planète. Et le 4, économie bleue, productive, durable et climatiquement neutre, donc sur la Blue Bioeconomy. C'est les 3 qui vont être lancés en 2021-2022. Les 5 autres seront lancés un peu plus tard dans la programmation. Et enfin, les missions, donc c'est un nouvel objet du programme de travail. 5 domaines de mission ont été retenus, dont 2 qui intéressent le cluster 6, donc un domaine sur la santé des sols et l'alimentation, et l'autre sur la santé des océans et des eaux continentales, des mers et des eaux continentales. Donc, qui, effectivement, même si Bourgogne-Franche-Comté n'est pas une région côtière, ça s'intéresse aussi à tout le bassin versant et comment la pollution arrive dans les océans via les bassins versants. Donc, effectivement, les régions non côtières peuvent aussi être impliquées dans cette mission. Et enfin, quelques ressources utiles. Donc, je vous invite à vous abonner à la newsletter, enfin, quand ça sera disponible, c'est pas encore disponible, je crois, du site du nouveau portail français Horizon Europe français. Donc, vous trouverez quand ils seront, parce qu'ils sont en cours de constitution, tous les contacts des points du réseau des points de contact nationaux, et avec notamment le PCN juridique financier qui va vous informer sur les règles de participation, si vous avez des questions sur comment participer, etc. Et vous avez un appel aussi, si vous, dans votre fonction, vous êtes au centre des relais Europe, vous pouvez vous inscrire en tant que relais Horizon Europe pour recevoir les informations des PCN, donc à l'adresse qui se trouve ici. Et enfin, le lancement d'Horizon Europe en France se déroulera à partir du 20 mai, donc avec une conférence de lancement le 20 mai après-midi, suivie de plusieurs webinaires d'informations sur tout ce que propose le réseau des PCN, sur les clusters, etc. Donc, vous trouverez le programme sur ce dernier lien. Et j'en ai fini de ma présentation. Et voilà, 30 minutes, c'était pas assez. Je suis désolée d'avoir dépassé. Merci. Non, vous n'avez pas dépassé. On avait prévu, on a commencé à attendre. On avait prévu un petit peu plus. Donc, pour des questions éventuelles. Donc, est-ce qu'il y a des questions alors, éventuellement dans le chat ou vu qu'on n'est pas hyper nombreux finalement, je regrette un peu. Mais bon, c'est les aléas des webinaires, les semaines courtes. Si on peut prendre une question éventuellement, si quelqu'un veut lever la main à l'oral, hein, puisque je pense que on a un nombre qui permet de gérer ça. S'il y a des questions. Alors, une question, je n'ai pas compris, qu'est-ce que la deadline de septembre, plus précisément, que vous avez évoquée? La deadline de septembre, c'est il faut déposer les propositions au 1er septembre. Donc, si vous répondez à un appel proposé par le programme de travail, la deadline est le cluster et le 1er septembre. Donc ça veut dire en clair que le programme de travail 2021 qui est lancé avec un peu de retard, il s'agit de très vite l'imprégner, ou si vous êtes potentiellement partenaire dans un projet ou guetter un projet qui pourrait vous inviter comme partenaire, car
le 1er septembre, les projets devront être déposés pour le 1er septembre. S'il y a d'autres questions. On est bien conscient que c'est un délai très court. On a essayé avec la commission de décaler les deadlines, mais c'est pas possible. Oui, donc en fait, alors l'objectif de cette session, il est double, je le rappelle, hein, c'est à la fois de présenter l'articulation d'Horizon Europe par rapport à la thématique agri-agro-bio, les opportunités que vous pourrez trouver, et Emmanuel Klein a très bien présenté à la fois l'ensemble des destinations de ce cluster 6, mais également d'autres des futurs partenariats ou missions dans lesquelles vous pourrez retrouver également des projets. Nous parlerons tout à l'heure avec Eugénie de l'EIT Food. Donc l'EIT, c'est le 3e pilier qu'on a vu tout à l'heure. Mais l'objet n'est pas seulement de voir les appels à projets de 2021, même s'il faut en profiter, mais c'est aussi de construire pour plus tard, savoir les opportunités qu'il peut y avoir et pouvoir réagir peut-être plus en amont pour le programme de travail 2022, dont on aura les premiers prémices. À quelle époque, à peu près? Ils sont déjà dans le programme de travail. Là, je ne les ai pas mis en avant, sauf pour la destination 1, biodiversité. Ils sont déjà écrits. D'accord. Donc, n'hésitez pas à contacter le PCN bio pour anticiper les programmes de travail 2022. Et puis, sachant que je profite aussi de cet instant pour dire qu'il y a également dans le 3e pilier, donc on va voir l'EIT, Génie Cornu vous expliquera ce que c'est, mais on a également le Conseil européen de l'innovation, dans lequel on va trouver des appels ouverts qui peuvent concerner des technologies de rupture en lien avec l'agriculture ou l'agro ou la bio. Que ce soit des appels ouverts dans des TRL très bas, un projet collaboratif qu'on appelle le Pathfinder, ou des appels en termes d'accélération de technologies de rupture qui arrivent sur le marché au travers de l'accélérateur. On en a parlé lors d'un webinaire dédié le 30 mars que je vous invite à revisiter sur notre chaîne YouTube. Alors, une autre question. Dans lequel des piliers pensez-vous que le budget serait de taille vu que les répondeurs aux appels sont aussi nombreux? Alors, je ne sais pas si c'est en ces termes que l'on peut parler. Je pense que, enfin, je vais vous laisser répondre, Madame Klein, mais je pense que chaque pilier a son objectif. C'est pas tellement une question de budget. Excusez-moi, si la personne pouvait poser sa question à l'oral, ça m'arrangerait parce que là, je comprends pas. Alors, monsieur Tillman, éventuellement, si vous voulez mettre votre micro et reposer votre question, parce qu'on n'a pas totalement compris. Voilà, bonjour madame. Arnaud Tilleman, j'ai un projet sur le développement durable d'une serre de nouvelle génération, donc vraiment quelque chose de différent, mais qu'elle rentre quasiment dans tous les piliers. Donc la question était simple en effet, lesquels piliers sont le plus difficilement à remplir, puisque jusqu'à maintenant, tous les projets de relance ont été blindés, hein, je ne peux pas dire autrement, dans notre mot, sur la quantité de personnes qui ont répondu à les appels. Donc, je veux dire qu'il y a un vrai besoin. Et donc, dans ce sens-là, il y a certainement certains piliers qui vont être plus difficilement à remplir, qui ont quand même un bon budget, puisqu'on a un envie, quelque chose fait, et que le politique aujourd'hui cherche en effet, dans ces piliers-là, justement, de développer quelque chose qui, entre parenthèses, n'existe pas. Donc, comme nous, on peut carrément dans tous les piliers répondre d'une façon très positive, je voudrais savoir lesquels piliers c'est le mieux de diriger mon projet. Voilà. Alors là, je ne peux pas vous renseigner comme ça sans en savoir un peu plus sur votre projet. Ce dont vous parlez, c'est la concurrence aussi dans les différents aspects d'Horizon 2020. Donc effectivement, c'est Horizon Europe, pardon, excusez-moi, je suis encore en ancienne version. Dans Horizon Europe, effectivement, on n'a pas encore d'exemple, mais si ça prend la même tournure qu'Horizon 2020, on aura beaucoup de concurrence dans tous les piliers. Donc, ce
sont des projets vraiment ultra compétitifs, mais le but, justement, c'est avec les PCN, qu'on puisse vous orienter au mieux donc là, je vous conseille de prendre contact avec soit des gens en région qui pourront peut-être vous réorienter, soit avec nous, le PCN, pour qu'on puisse voir en fonction de votre projet spécifique. Parce que là, je ne peux pas répondre sans connaître un minimum du dossier. Alors, on a une autre question en disant un constat que la France est peu présente, contrairement à alors, on cité Wageningen, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une région et un cluster, enfin, et un écosystème de l'alimentation aux Pays-Bas. Comment faire pour motiver les Français? Je crois que je vous laisserai répondre, mais c'est tout l'objet de la nouvelle organisation autour d'Horizon Europe, des PCN, des relais Europe, etc. Je vous laisserai répondre peut-être. Voilà, donc ça, c'est un constat qui n'est pas nouveau. Hein. Effectivement, le retour budgétaire aux équipes françaises n'est pas le plus optimal possible. Effectivement, et donc ça a donné lieu à des inspections à tous les niveaux et au plan d'action pour la participation française au programme européen, plus connu sous le nom de PAF, qui décline 13 mesures sous le triptyque accompagner, influencer et inciter. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été identifiées, qui sont interministérielles. Donc, vraiment, ce n'est pas uniquement le MESRI qui porte les sujets, mais vraiment tous les aspects. Donc, l'incitation, c'est comment inciter les chercheurs, les porteurs de projets. L'accompagnement, c'est tout le nouveau dispositif, donc les nouveaux PCN qui ont été recadrés et recentrés sur un petit nombre de personnes, mais pour les professionnaliser et pour qu'ils aient un temps vraiment dédié à l'accompagnement des porteurs. Et la partie influencée, c'est comment, en amont des programmes de travail, influencer la Commission européenne pour que les sujets soient des sujets porteurs pour les équipes françaises. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de déployer vraiment en ce moment au MESRI. Donc là, dans le public, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle collègue PCN. Ils ne sont pas encore officiellement entrés en vigueur, mais ça ne saurait tarder. Et donc, vous aurez toutes les informations sur le portail horizoneurope.gouv.fr. Merci beaucoup et merci pour votre présentation et n'hésitez pas donc à contacter vos relais régionaux et vos PCN et nous allons passer maintenant à une série de témoignages donc parce que le donner envie, le comment motiver les Français, qui est une des questions qui est posée, c'est justement voilà, c'est d'avoir un retour d'expérience de ceux qui ont pu travailler sur des projets européens. Alors bien sûr, on n'a pas encore le recul, comme vous le disiez, d'Horizon Europe, mais on a le recul d'Horizon 2020. Et donc, je vais demander à Madame Janie Bouvet de la société Inoculum Plus. Alors, Janie, vous voulez que je fasse votre présentation? Bonjour. Je vais essayer de... Vous m'entendez bien? Ça oui, va? très bien, impeccable. Je vais essayer de la partager. Et puis, vous me dites si ça passe. Alors, je vais couper la caméra le temps de parler, hein, parce que du coup, comme ça, je vais... C'est parfait. C'est parfait. Je coupe aussi ma caméra et mon micro et je vous laisse la parole. Du coup, voilà. C'est bon, tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Janie Bouvet. Donc, je travaille au sein de la société Inoculum Plus. Donc, merci de me donner l'opportunité de parler de notre expérience dans un projet H2020.
Donc tout d'abord, on va faire un petit focus sur la société. Donc, ça passe pas, si c'est bon. Donc Inoculum Plus a été créé en décembre 2011, donc on va bientôt avoir 10 ans. Et nous sommes spécialisés dans le développement, la production et commercialisation de biostimulants pour l'agriculture. Donc notre cœur de métier et expertise vont de l'isolement à la production de champignons formant les mycorhizes pour la production végétale. Donc notre activité se décline on va dire en 4 axes, la production, la commercialisation, des prestations de services et la partie R&D. Donc pour ce faire, voici l'équipe. Donc vous avez l'équipe au complet d'Inoculum Plus. Donc comme je m'entends à l'appeler, mon petit rat de laboratoire qui est Sylvie, qui est responsable donc, de tout ce qui est R&D production, prestations de services, contrôle qualité, et moi-même, donc Janie Bouvet, qui m'occupe davantage de la partie administrative, gestion d'entreprise et management de projets européens. Donc j'insiste vraiment sur le fait que nous sommes 2. Alors aujourd'hui, nous sommes situés à Bretonnière, au pôle d'innovation en agroécologie, où nous avons accès à des bureaux, laboratoires, des serres pour pouvoir efficacement travailler, parce qu'il y a tous les équipements de haute technologie accessibles. Donc, comme je vous le disais auparavant, notre savoir-faire expertise sont les mycorhizes, donc symbiose racines de plantes, champignons, et nous travaillons à développer des solutions de haute qualité pour améliorer les cultures, tout en les rendant accessibles aux utilisateurs. Parce que c'est bien beau de faire des belles solutions, c'est vrai que des fois on ne se confronte pas assez au marché et donc du coup on ne peut pas vendre efficacement. Donc nous sommes spécialistes dans un domaine technique et qui a de l'avenir, car on touche à la réduction des intrants, dans l'agriculture notamment, à la préservation des ressources en eau aussi. Donc, on propose des solutions à très fort potentiel, à condition d'avoir, on va dire, les bons partenaires. Alors, depuis notre création, on a toujours été fortement impliqués en R&D. Donc, via des projets en interne pour développer de nouveaux produits, de nouvelles productions, voilà, comment caractériser de nouvelles souches de mycorhizes, mais également via des projets européens. Donc on en a on a participé à 3, dont Horizon 2020 en ce moment. Donc on a participé à Eurostar, à Eco-Innovation, et puis maintenant Excalibur, donc Horizon 2020 qui a démarré en 2019. Alors pourquoi être impliqué autant en R&D ? Dans notre cas, c'était, on va dire, historique. L'entreprise a été créée par un ancien directeur de recherche et, on va dire, des formations professionnelles obligent. La recherche de fonds ne pouvait se faire que par la participation, en fait, à des projets collaboratifs au détriment du développement commercial. Donc, il faut vraiment faire attention à s'impliquer pour de bonnes raisons et non pas comme un système, on va dire, pérenne de financement. Car qui dit projet européen, dit charge de travail assez colossale, et ce n'est vraiment pas à sous-estimer. Donc aujourd'hui, chez Inoculum Plus, la participation à des projets, on va dire, est beaucoup plus réfléchie qu'avant, et on essaye de voir les débouchés pour participer, on va dire, au projet. Cependant, on va dire un point positif en fait d'essayer de on va dire, participer à plusieurs projets, c'est ça nous a permis d'intégrer un réseau européen, de nous faire connaître, notamment auprès des centres de recherche, et ainsi d'accéder facilement à des propositions intéressantes. Donc, on pense à nous quand on pense mycorhizes. Donc ça, je tiens à le souligner, c'est parce qu'on a été toujours volontaire à essayer de rentrer en tant que partenaire dans les projets que maintenant on est reconnu en tant qu'experte de notre domaine, donc les mycorhizes. Donc dans le cas du projet H2020, c'est ce qui s'est passé. On est venu nous chercher, alors parce qu'on est experte, je le répète, de nos domaines, mais aussi parce que nous sommes une entreprise. Et il faut savoir que dans les consortiums, il y a vraiment des besoins d'entreprises
pour compléter les consortiums, les partenariats. Donc, comme vous pouvez le voir, même à deux, on arrive à avoir des projets intéressants et c'est tout à fait possible à condition, on va dire, de verrouiller certaines étapes. Donc, plus précisément, Excalibur, qu'est-ce que c'est? Donc, ça a démarré en 2019 pour une durée de 5 ans. Nous sommes 16 partenaires répartis sur tout le territoire européen pour un budget de 7 millions d'euros. Alors, le but d'Excalibur, c'est d'expérimenter des biosolutions sur 3 plantes modèles, donc la pomme, tomate et fraise, tout en suivant les paramètres physico-chimiques et biologiques des sols, dans le but en fait de créer des outils d'aide à la décision pour les producteurs notamment, en fonction de sa biodiversité, en fonction de ses paramètres de culture et conditions. Voilà, donc ça c'est à terme, on va dire, le projet, enfin les résultats du projet. Pour notre part, nous avons un budget de 250 000 € et le taux de financement est de 100%, comme avait précisé Madame Klein. Donc ça, c'est quand tout se passe bien, que le projet a été sélectionné et financé. Mais en amont, à mon sens, il faut verrouiller certaines étapes qui sont, je pense, primordiales. Donc ça va peut-être être très, très scolaire, mais en tout cas, c'est notre retour d'expérience suite à la participation à notamment 3 projets européens. Et je peux vous assurer que nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais que maintenant, voilà, on sait comment ça se passe. Donc, en premier lieu, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on y va? Dans quel but? Quels sont les débouchés et intérêts commerciaux? C'est très important parce que nous sommes une entreprise, donc on n'est pas là non plus pour faire de l'art de la recherche. Quel est le taux de subvention? Est-ce qu'il y a une part d'autofinancement? La propriété intellectuelle industrielle, avec qui elle est partagée, comment elle se découpe. Et un point aussi sur lequel il faut veiller, il faut être solide financièrement pour éviter tout désagrément de trésorerie. Donc, voilà, ça c'est une première chose. Trouver de bons partenaires. J'entends par là des partenaires de confiance, avec qui on peut facilement discuter, échanger, parce que ça peut être vite compliqué quand on n'a pas quelqu'un en face qui est ouvert. Et surtout, si ce n'est pas vous qui êtes le porteur du projet, c'est trouver un bon coordinateur. Parce que s'il est mauvais, en fait, c'est vite galère et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Enfin, voilà. Donc, clairement, un bon coordinateur, c'est déjà, on va dire, les prémices d'un bon projet. Se faire accompagner. Alors surtout, ne pas hésiter à contacter les personnes de référence, donc Madame Klein par exemple, je pense en région, la CCI ou les autres points de contact. C'est vraiment très important, ne pas hésiter à demander de l'aide pour éviter justement un bon nombre d'erreurs de débutants. Ensuite, bien évaluer son implication. Quel est son rôle, le temps qu'on veut y consacrer, est-ce qu'on a les personnes ressources? Il ne faut pas sous-estimer ni surestimer ça, parce que qui dit projet européen dit tout doit être justifiable, et il faut éviter de se faire coincer bêtement parce qu'on a voulu gratter un peu d'argent. Participer activement à l'écriture du projet, aux échanges, aux relectures, donner son avis, ça permet d'appuyer quand même et d'être reconnu en tant qu'expert, et surtout d'éviter par exemple des tâches qu'on ne sait pas faire, qu'on ne veut pas faire, qu'on ne peut pas faire par manque de moyens, par manque enfin bon, bref, ça permet franchement d'éviter certains problèmes liés à des tâches qui ont été écrites et qu'il faudra faire de toute façon. Et enfin, un dernier point, l'organisation, très très important. Parce qu'il faut faire un suivi financier, il faut remplir des fiches temps, il y a des comptes rendus à faire, des reportings, beaucoup de visio, des mails à faire, beaucoup de mails à anticiper, à faire. Donc vraiment bien anticiper toutes les tâches et avoir un bon calendrier à jour. Voilà. Alors c'était très très rapide, mais en l'occurrence, moi c'est les points que je trouve
les plus importants pour pouvoir faire un projet. Alors, j'ai le téléphone qui... et j'espère que ça vous sera utile. Après, je reste à votre disposition si jamais vous avez besoin de plus de détails. Enfin, voilà, faut pas hésiter. Merci, merci Madame Bouvet. Alors, est-ce qu'il y a des... Oui, je vois qu'il y a des questions qui sont en train de se préparer, donc elles vont venir. Voilà, donc je voulais savoir aujourd'hui, avec le recul de 3 projets européens, est-ce que vous êtes partante pour continuer sur d'autres projets d'Horizon Europe? Qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui en termes de notoriété ou je dirais, d'ouverture de marché? Alors, clairement, en fait, les projets d'avant, on a fait toutes les erreurs, je pense, possibles qu'on pouvait faire. Donc, du coup, ça nous a forgé l'expérience, justement, sur la participation à des projets européens. Et on n'a pas été spécialement accompagné, on n'a pas eu de personnes ressources non plus. Enfin, c'était très compliqué et ça nous a vraiment mis, on va dire, dans l'embarras. Maintenant, dans H2020, on a tout verrouillé, bien monté les budgets, et bien sûr qu'on est partant pour faire un autre projet. Ça permet aussi d'être reconnu et de pouvoir, on va dire, financer notre recherche, parce qu'on est que 2. Et là, il faut savoir que dans le projet Excalibur, nous sommes les seuls partenaires français. Donc, on n'est pas allé chercher l'INRA, on n'est pas allé chercher quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se mettre dans le crâne, c'est que même si on est petit, on a très bien le droit d'avoir une part, on va dire, de la recherche. Et puis on a forcément des domaines d'expertise sur lesquels on peut travailler. Donc, clairement, oui, on reparticipera à des projets, à condition, encore une fois, d'avoir les bons partenaires et que c'est un projet qui a un but et non pas pour aller chercher juste de l'argent. Avant dans le système dans lequel on était, malheureusement, c'était ça, d'avoir de la subvention pour vivre. Maintenant, ce n'est plus le cas. On prend forcément la subvention, mais c'est pour clairement avoir un débouché, produit, marché. Parce que là, comme j'ai dit, donc on est 2 sociétés en fait dans le projet Excalibur. Donc il y a une société polonaise et nous. Et les solutions qui vont sortir de ce projet-là ne vont pas se vendre toutes seules. Donc on aura aussi des primeurs des résultats de ce projet. Donc oui, il faut savoir bien se positionner. Et puis du coup, on a aussi beaucoup travaillé en amont pour mettre au point nos méthodes, les faire accepter par tous les partenaires européens. Enfin, donc du coup, c'est clairement très bénéfique pour nous. J'ai enlevé le micro. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai une question dans le chat, alors qui est peut-être à la fois pour vous, Janie, mais peut-être aussi pour Emmanuel. Avez-vous la possibilité de prendre des stagiaires dans le cadre d'Horizon 2020? Sur Horizon 2020, les PME sont nécessaires au montage des projets, donc vous êtes parfaite. Par contre, comment faites-vous pour produire vos solutions en volume et temps? Alors, peut-être, je vous laisse répondre à la deuxième question, Janie, et puis Emmanuel répondra peut-être à la première. Oui, oui, d'accord. Du coup, comment on fait? C'est une question d'organisation. Là, c'est vrai qu'on n'est que 2, alors on court un peu tout le temps, mais quelque part, on fait tout aussi. Moi, je suis aussi en labo, en production. C'est un peu compliqué, mais en l'occurrence, grâce à la bonne programmation du projet, on sait aussi à qui on doit envoyer, comment, la quantité. Donc, quelque part, tout est calé pour qu'on puisse anticiper les demandes et les besoins. Et ça se fait très bien. Mais les solutions en volume, on a investi aussi dans du matériel qui est en partie amorti dans le projet. Pas tout forcément, mais en tout cas pour ce qui est utilisé dans le projet, ça permet d'amortir certains coûts de production. Donc voilà.
On fait tout après dans les semaines de 35 heures et on y va, quoi. Ok. Et Emmanuel, peut-être vous avez la réponse sur les stagiaires, hein, mais je pense que... Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. L'image est figée. Oui, l'image est figée, on vous entend. Est-ce qu'on a possibilité de vendre les stagiaires? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Donc, c'est quelque chose qui va remonter au PCN juridique et financier. Mais de toute façon, dès que vous justifiez les coûts et pourquoi vous avez besoin de telle ou telle ressource, qu'elle soit humaine ou matérielle ou autre, c'est finançable. C'est-à-dire, par exemple, il y a des projets qui embauchent des postdocs pendant une durée déterminée, ou des CDD ou des choses comme ça. Donc, a priori, mais pour les stagiaires spécifiquement, il faut vraiment que je me renseigne parce que je n'ai pas la réponse. Alors, si je puis me permettre, alors c'était dans le cadre d'Eurostar. En l'occurrence, les stagiaires ne comptaient pas dans le, on va dire, le personal cost. Donc, du coup, voilà. Mais dans H2020, je ne sais pas, mais je doute que les frais de stagiaires soient... Ouais. Alors, CDD, postdoc, tout ça, oui, ça, il n'y a pas de souci, mais stagiaires, ouais, malheureusement, je pense que ça ne rentre pas, en tout cas, dans les justifications. Alors, sans vouloir répondre pour le PCN juridique, j'ai la même connaissance que l'information que vous venez de partager, à savoir qu'un stagiaire n'est pas considéré comme étant du personnel sur les fiches de paye de l'organisme, donc n'est pas éligible à ce titre-là. Par contre, il me semble qu'il est peut-être possible, au titre des autres coûts, mais ça serait à vérifier, de faire rentrer des stagiaires, mais en tout cas, ils ne peuvent pas, comment dirais-je, émarger au coût de personnel. Ça, c'est l'info que j'ai pu vérifier sur d'autres projets européens, mais ça demanderait à être vérifié précisément sur Horizon Europe. Merci, Janie, pour ce témoignage. Et comme vous le voyez, je tenais à dire, excusez-moi, Laurent, félicitations pour cette participation à ce projet, parce qu'une petite PME de 2 personnes, pour nous, ça montre aussi que c'est possible d'avoir des petites PME qui participent à de grands projets de recherche. Donc, merci pour cet exemple et peut-être qu'on vous sollicitera pour intervenir dans d'autres. Pas de souci, on est disponible. Des success stories comme ça, c'est quand même quelque chose à valoriser. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Et puis Emmanuel, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Merci encore à vous et je vais passer la parole à Eugénie Cornu de Vitagora pour le compétitivité Go Nutrition Santé, qui est particulièrement présent sur la région Bourgogne-Franche-Comté et qui va nous présenter deux choses. Alors à la fois, elle va nous présenter un témoignage sur la participation à un projet H2020 qui s'appelle le projet Sweet, dans lequel Vitagora a été impliqué. Et puis ensuite, ça sera plus tellement une partie de témoignage, mais ça sera plutôt une partie aussi informative. Non pas que le témoignage ne soit pas informatif, hein, mais je dirais informative au sens de vous expliquera ce que c'est que l'EIT Food et l'implication de Vitagora dans cette EIT Food et les retombées que cela peut avoir pour l'écosystème bourguignon-franc-comtois. Eugénie, c'est à toi, merci. Parfait. Vous voyez bien mon écran? Parfait. Super. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement, Eugénie Cornu. Je suis en charge des projets européens chez Vitagora. Donc, nous sommes un pôle de compétitivité agroalimentaire basé en Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France. Et effectivement, le programme vient d'être détaillé par Laurent. Donc, je vais tout de suite commencer par une petite présentation du projet Sweet. Donc, effectivement, Vitagora, en tant que pôle, notre rôle, bien sûr, c'est de fédérer notre réseau de membres qui sont tout type de membres, hein, grands groupes, académiques, PME, start-up. Et donc, je les accompagne dans le montage de projets européens, dans la participation à des projets européens. Mais nous, en tant que Vitagora, en tant que pôle, on participe également en tant que partenaire dans des projets européens. Et c'est le cas du projet Sweet dont je vais parler un petit peu ce matin.
Donc un peu de contexte, le projet Sweet, donc comme son nom l'indique, va parler du goût sucré, et notamment du remplacement du sucre, par des édulcorants. Donc c'est un sujet qui est très intéressant et très tendance puisque, on sait qu'il y a beaucoup de polémiques, au sujet des édulcorants et de réticences de par les consommateurs, même si au final la recherche ne prouve pas, pourquoi, les consommateurs ont cette, vision, aussi négative. Il y a pas de preuve en fait aujourd'hui, de l'impact sur la santé, sur l'obésité, sur la sécurité et la durabilité, qui sont les 4 mots-clés qui vont être abordés dans ce projet, dans le cadre donc du remplacement du sucre par des édulcorants. Donc c'est un projet H2020 qui a été donc financé, en 2018, et c'est une RIA, donc pour ceux qui connaissent pas, Research and Innovation Action, donc c'est un projet de recherche, à TRL, assez faible, donc plutôt, voilà TRL 3 à 5, en termes de niveau de maturité, technologique. Et donc les objectifs, bon je viens de les citer, hein, c'est vraiment ça, c'est d'analyser les risques et ou les bénéfices, dans le cadre du remplacement du sucre par les édulcorants dans le régime alimentaire, dans des conditions réelles. Donc c'est un projet qui dure 5 ans, et qui a débuté donc en octobre 2018 et qui, se finira en 2023, avec un budget de 9 millions d'euros. Donc c'est un projet, avec, beaucoup de budget. C'est un gros projet européen dans les alors les projets H2020 sont souvent des gros projets, mais en l'occurrence, c'est un gros projet parmi les gros projets. On est un consortium de 29 partenaires. Donc, quand je dis gros projet, c'est que c'est quand même, en termes de management, quelque chose qui est non négligeable, hein. Il faut, clairement, voilà, si on se lance en tant que coordinateur d'un projet comme ça, il faut avoir vraiment les ressources pour. En l'occurrence, le coordinateur, c'est l'université de Liverpool, ce qui, je ne vous cache pas, nous a causé beaucoup de stress au moment du Brexit, bien sûr. Donc bon, aujourd'hui, c'est à peu près réglé, et finalement, la coordination se fait, en collaboration avec l'université de Copenhague au Danemark, qui est, très impliquée dans ce projet également. Et donc on a pas mal de partenaires en France, et sur 29 partenaires, on doit quand même, souligner le fait qu'il y ait 2 partenaires bourguignons. C'est quand même non négligeable, qui sont donc Vitagora, et le CSGA, qui est le Centre des sciences du goût et de l'alimentation, qui est donc une UMR de l'INRAE, qui est basée à Dijon. Et puis donc les autres partenaires français qui sont Oniris, Tereos pour la partie industrielle, hein, un grand groupe, le Centre de la recherche en nutrition humaine en Rhône-Alpes et le réseau, de recherche clinique européenne, dans la région nantaise. Donc voilà, sinon on a des partenaires comme vous le voyez sur la carte, italien, grec, espagnol, allemand et cetera. Une couverture assez, Europe de l'Ouest, mais finalement quand même, 10 pays différents qui sont représentés. Donc ce projet, a différents objectifs, qui sont, tous, plus importants les uns que les autres aujourd'hui pour faire avancer la recherche sur le sujet des édulcorants. Le 1er Work Package, je vais parler en Work Package puisque c'est plus simple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, c'est intéressant de voir comment c'est structuré, dans le cadre de ce projet. Le premier Work Package, il est focalisé sur le développement de bases de données. Donc il y a 3 grosses bases de données qui vont être développées. Une base de données qu'on va appeler technologique, une base de données santé et une base de données vraiment, édulcorant, vraiment, goût, sucré, sur la partie, voilà, sciences du goût. Afin de faciliter la formulation, et l'acceptabilité des consommateurs, dans le cadre du développement des édulcorants dans les produits alimentaires. À savoir que les produits alimentaires qui sont, étudiés dans le cadre de ce projet sont à la fois, solides et liquides. Donc on utilise, par exemple des gâteaux, des biscuits, mais également des boissons, dans lesquelles on teste différents, édulcorants et différents mélanges d'édulcorants. C'est ce qu'on entend par blends, ce que j'ai écrit ici, puisque c'est aussi la particularité de ce projet, c'est qu'on va étudier, l'impact d'un édulcorant seul, mais aussi de mélange de différents édulcorants, face à des solutions test qui sont, bien sûr sucrées à base de sucre. Donc ces databases sont en cours de réalisation. Ça prend un temps fou, hein, parce que base de données, ça veut tout et rien dire, mais en l'occurrence, on étudie, une dizaine, d'édulcorants et pour chaque édulcorant, on étudie vraiment, toute la littérature qui existe aujourd'hui, sur les différents aspects que j'ai évoqués. Le deuxième Work Package va être, plutôt sur, l'étude des effets, à moyen et à court et moyen terme, donc
des édulcorants sur des points de vue à la fois neurologiques, comportementaux, sensoriels, mais aussi en lien avec le microbiote, la satiété et la santé des consommateurs, puisqu'il y a un axe quand même obésité dans ce projet, avec notamment l'organisation de l'obésité qui fait partie des partenaires pour voir s'il y a un lien de cause à effet entre la prise d'édulcorants et l'obésité. Et donc aussi des aspects neurologiques, comportementaux avec des unités de psychologie qui sont impliquées aussi dans le projet. Donc c'est pas que de l'agroalimentaire pur, c'est vraiment multidisciplinaire avec des études neurologiques, sensorielles, comportementales. Le troisième War Package, la détermination des effets prolongés de l'utilisation d'édulcorants dans une approche globale de diet, de régime. Comme je disais, food and drink, pas que régime solide, aussi les boissons. Avec les facteurs de risque qui sont impliqués et le contrôle du poids en fonction des différents produits et des différents édulcorants utilisés. Et donc ça, c'est une étude qui souhaiterait être réalisée sur le long terme. On a eu, bien sûr, vous vous en doutez, des soucis sur les études cliniques là-dessus en raison de la crise Covid, mais c'est toujours en cours. Le War Package 4, sur l'étude de la relation entre l'obésité, la santé et la sécurité alimentaire en lien avec la prise d'édulcorants dans le régime alimentaire. Et un War Package 5 qui est très intéressant puisqu'il va, pour la première fois dans la recherche, étudier le rôle des édulcorants en termes d'environnement. Quelle est l'analyse de cycle de vie d'un édulcorant? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'impact environnemental des édulcorants. Est-ce qu'il est vraiment plus bénéfique que l'utilisation du sucre, où on sait que l'impact environnemental est fort? Donc ça, c'est quelque chose qui est assez innovant et qui porte beaucoup d'intérêt pour les parties prenantes de ce projet. On a un fort intérêt sur cette partie analyse de cycle de vie des édulcorants et quels sont les effets en termes de production et de consommation des édulcorants sur l'environnement. Et quand on dit analyse de cycle de vie, on ne parle pas que d'environnement, on parle aussi d'économie et de dimension sociale. Donc ça va être des analyses de cycle de vie économique et des analyses de cycle de vie sociale, en plus des analyses de cycle de vie environnementale, entre guillemets classiques, qu'on a l'habitude de voir. Et enfin, le War Package 6, dans lequel Vitagora est majoritairement impliqué, qui va prendre en compte tous les aspects de communication et de dissémination et surtout d'impact. Quel va être l'impact de cette recherche pour le monde de l'agroalimentaire? Et Vitagora a un grand rôle là-dessus que je détaillerai un peu plus tard. Mais c'est un War Package qui est indispensable pour la pérennité du projet et des résultats de la recherche. Et bien sûr, le War Package 7 que je n'ai pas rédigé, mais qui gère le management et la coordination, comme dans tout projet européen, c'est indispensable d'avoir ces War Packages-là. Donc, pour rentrer plus en détail sur le rôle de Vitagora, Vitagora, encore une fois, on est un pôle, on a un énorme réseau d'acteurs académiques, industriels, en France majoritairement, mais pas que. On a une antenne au Japon, on a une antenne qui est en cours de création au Rwanda, en Afrique. Donc, on touche aussi le grand international avec des membres basés pas seulement en France. Donc, l'intérêt pour un consortium d'inclure un membre comme Vitagora, c'est vraiment d'augmenter l'impact du projet puisque notre dissémination va être très large et va permettre de faire connaître le projet à un très grand nombre d'acteurs. Donc, dans ce projet-là, on n'est pas War Package Leader, on est partenaire uniquement de ce War Package, mais on a un fort rôle, notamment, j'ai pris un exemple en particulier pour vous en parler. On a dans ce projet décidé de créer ce qu'on appelle des Innovation Advisory Panels, des IAPs, qui sont en fait des workshops finalement, qui ont lieu tous les ans. Qui ont pour but de sensibiliser les stakeholders, donc les parties prenantes qui ne sont pas impliquées dans le projet, mais qui vont avoir un intérêt pour les résultats de la recherche, de les informer, mais aussi de les consulter afin d'orienter la recherche au mieux au cours du projet. Donc, si je structure un petit peu ma pensée à ce sujet, en fait, on a commencé au début du projet, donc le projet a commencé en octobre 2018, et en fait, en février 2019, on a fait un workshop interne, donc uniquement consortium à Londres, auquel j'ai participé, qui avait pour but de faire une analyse de stakeholders. Donc l'analyse de stakeholders, elle était structurée en 3 aspects. On voulait définir en fait qui on allait toucher avec ce projet. Et donc 3 critères étaient pris en compte, l'influence, l'impact et l'intérêt.
quel est l'impact de ces stakeholders, quel va être son impact par rapport à, par exemple, s'il a un gros réseau, si c'est une tête d'affiche, par exemple l'ONU ou un grand groupe comme Danone, est-ce que il va avoir de l'influence sur son réseau et est-ce qu'il va avoir un intérêt, donc c'est la règle des 3 I, intérêt, impact, influence, est-ce qu'il va avoir un intérêt pour notre recherche? Et donc les stakeholders devaient cocher au moins une de ces 3 cases avec un fort intérêt, si ce n'est les 3 dans une situation absolument idéale, pour rejoindre notre analyse de stakeholders. Et du coup, pour la structurer, on a utilisé cette règle des 3 I, ce qui nous a permis de sortir un tableau en fait avec une cinquantaine d'organisations identifiées. Alors, organisation à but non lucratif, organisation politique, grands groupes, industriels, PME, start-up, académiques, tout type d'organisations qui ne sont pas aujourd'hui membres du consortium. Et on les a donc identifiés comme stakeholders. Et aujourd'hui, ces personnes-là, on les implique dans nos workshops qu'on appelle les IAPs tous les ans. Donc, on organise ces IAP pour vraiment, eux, leur partager notre recherche, parce qu'ils ont donc, dans les 3 I, ils ont de l'intérêt pour notre projet, mais aussi, comme ils ont potentiellement de l'impact et de l'influence, on les consulte, on leur demande leur avis, on fait des discussions avec eux pour qu'ils nous disent, voilà, on leur dit où on en est aujourd'hui dans la recherche et ils nous disent, bah, là, il serait intéressant et peut-être d'analyser cet axe ou voilà, moi, dans mon organisation, j'ai un intérêt pour tel sujet, est-ce que vous allez l'aborder, etc. Ça permet vraiment d'être certain de répondre à la demande en fait du marché. Donc aujourd'hui, on a déjà organisé. Alors, on a déjà organisé 2 IAP, le prochain arrive prochainement. Le premier était en juin 2019, c'était plutôt un IAP d'information puisqu'on n'avait pas encore de résultats de la recherche à ce stade. Donc l'idée, c'était de vraiment présenter le projet dans tous ses détails par les différents Work Package Leaders. Donc c'était plutôt un webinaire d'information qui a eu lieu donc sur 2 heures en juin 2019. En 2020, on avait pour objectif d'organiser un IAP en physique avec un certain nombre de stakeholders. Malheureusement, ça n'a pas été possible et on a même décalé, on pensait hein, à l'époque optimistement qu'on allait pouvoir l'organiser peut-être à la fin de l'année en physique. On ne s'attendait pas à une crise aussi importante. Donc on s'est résigné à l'organiser en janvier de façon virtuelle sous forme de workshop online sur 2 jours. Et le focus de ce deuxième IAP a été vraiment sur ce Work Package 5 dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire sur la partie analyse de cycle de vie environnemental, économique et social, qui a porté beaucoup d'intérêt dans le monde agroalimentaire et notamment en lien avec l'utilisation d'édulcorants. Donc ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup de participants et ça a été vraiment un sujet qui a intéressé beaucoup de participants. Et voilà, on a eu des retours très positifs. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc le troisième IAP, encore une fois, on a dû se résigner à l'organiser de façon virtuelle. C'est vraiment dommage puisque le but, c'est quand même l'échange et le brainstorming. Et voilà, il y a bien le mot innovation dans IAP. Donc on voulait faire émerger des idées innovantes. C'est toujours plus difficile à distance. Mais voilà, on a décidé de focaliser ce troisième IAP sur les bases de données qui ont donc bien avancé aujourd'hui pour que voilà, on ait un petit peu l'avis des différentes parties prenantes là-dessus. Et donc Vitagora, le rôle, c'est vraiment l'organisation de ces IAP, la communication avec les stakeholders et notre intérêt en tant que pôle, c'est vraiment nous d'intégrer nos membres dans ces stakeholders-là, dans ce stakeholder board, puisque par définition, nos adhérents vont avoir un fort intérêt pour ces thématiques-là. Et ça nous permet d'animer aussi notre réseau grâce au projet européen. Et donc, pour parler rapidement de budget, c'est une RIA, Research and Innovation Action. On est financé à 100% de notre budget déclaré. Donc, clairement, on a tout à y gagner puisqu'on anime notre réseau, on participe à ces actions de recherche. En termes de veille, c'est extrêmement intéressant. Et qui plus est, on est financé à 100% de nos coûts éligibles. Donc, voilà, on a tout à y gagner, en tout cas, à participer à ce projet. Voilà pour la présentation du projet Suite, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si on peut si vous avez des questions, on peut faire une petite pause avant que j'enchaîne sur la suite, si vous avez des questions sur ce projet en particulier.
Alors, il y a une question qui est de demander si vous avez fait une publication sur le LCA, LCSA. Alors, une publication, si vous parlez de publication scientifique, pas encore à mon sens, puisque les études sont pas finies. Et puis publication plus informelle, on avait fait de la communication effectivement à l'époque lorsqu'on a organisé le webinaire. Et alors je sais que sur notre intranet projet, on a le compte rendu interne donc de ce panel, mais il n'a pas été diffusé, il me semble, au grand public, à part aux stakeholders qui ont participé. Mais si vous avez un intérêt pour ce qui a été échangé sur cet IAP, je peux me renseigner s'il est possible de vous le diffuser. Merci Eugénie. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Enfin, en tout cas, à noter, voilà, qu'il y a dans les projets européens un rôle important qui est celui aussi de dissémination et de... je crois, voilà, tu vas en parler. Ouais, donc, je vais en parler. je te laisse la parole. Exactement, je vais faire une mini transition, je crois que j'ai qu'une slide là-dessus, avant de parler de l'EIT Food. Voilà, sur l'intérêt de la communication et de la dissémination dans les projets européens. Alors, il est courant d'avoir des acteurs comme Vitagora dans ce genre de Work Package, puisque, encore une fois, la force, c'est notre réseau. Et quand on parle de communication et de dissémination, le but, c'est d'augmenter l'impact et donc d'atteindre un maximum de personnes. Quand on a un réseau comme celui de Vitagora avec plus de 500 membres en France et à l'international, évidemment, l'intérêt est évident sur pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre. C'est bien sûr parce qu'on a ce réseau qualifié avec qui on échange au quotidien et qui vont correspondre un peu aux 3 I que je parlais avant et donc augmenter l'impact du projet. Notre rôle va être soit d'être Work Package Leader, soit de participer au Work Package en tant que Task Leader ou simplement de partenaire. Donc dans le projet Suite, on n'était pas Work Package Leader, mais on l'est dans d'autres projets. Donc Work Package Leader, du coup, ça implique non seulement de faire les tâches dans leur implémentation, mais aussi un rôle de management et de suivi des autres tâches, même celles dans lesquelles on n'est pas impliqué. Mais toutes les tâches qui sont dans ce Work Package-là, on a un devoir de monitoring qui est non négligeable, qui prend du temps et qui demande aussi beaucoup d'organisation, comme l'a présenté précédemment Madame Bouvet. Et donc, dans le concret, qu'est-ce qu'on fait en termes de communication et de dissémination? L'organisation d'événements, ça c'est non négligeable. Des événements normalement physiques, mais aussi beaucoup de webinaires, même hors Covid. Les webinaires sont quand même un biais très intéressant pour communiquer et disséminer un grand nombre de personnes. Mais les événements physiques sont aussi extrêmement intéressants parce qu'ils permettent de faire du networking en plus. Voilà, bon, je ne vais pas vous vanter les mérites d'un événement physique par rapport à un événement virtuel. On en a tous fait les frais. Mais voilà, dans les projets européens, il y a aussi beaucoup d'événements à grande échelle, souvent à la fin des projets, ce qu'on appelle les conférences finales, qui vont attirer un très grand nombre de personnes et qui sont souvent des événements très importants à ne pas louper parce qu'il y a, voilà, en plus de partager les résultats de la recherche du projet, en termes de networking, c'est hyper intéressant. Mais en termes d'organisation, ça demande beaucoup de budget et de préparation. Donc, il faut des partenaires qui ont l'habitude. Et Vitagora, bien sûr, on a l'habitude de faire ce genre de tâches. La gestion des réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important aussi parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un biais qui permet de toucher un maximum de personnes. Alors, quand je dis réseaux sociaux, c'est majoritairement Twitter, LinkedIn, Facebook, avec un plus pour LinkedIn et Twitter, qui sont des moyens vraiment très pratiques d'atteindre un grand nombre de personnes. Mais ça demande aussi du temps. Ça demande, je vais vous dire, si on est en charge des réseaux sociaux, on y passe environ une demi-journée par semaine uniquement pour le projet afin de retweeter, de partager des articles, de rédiger des articles, des posts, etc. Afin d'augmenter la visibilité et l'impact du projet. La création et l'entretien du site internet, bien sûr. La création, c'est juste au début du projet, mais l'entretien, il est non négligeable parce que, voilà, de la même façon, un site internet qui reste statique ne sert pas à grand-chose. Donc, il ne faut pas hésiter à publier des articles, des news, faire des newsletters, je l'ai écrit aussi. Rédiger des articles de blog, etc. C'est quelque chose qui prend aussi du temps. La création de vidéos, c'est quelque chose qui n'est pas systématique, mais qu'on fait dans un autre projet, en tout cas, dont Vitagora est en charge, puisque c'est un projet qui a vraiment des cas d'études, c'est plutôt un projet amont agriculture. Et donc, il y a
Il y a des cas d'études sur champ dans différents pays et c'est intéressant en fait de filmer pour disséminer au plus grand nombre, de filmer sur place qu'est-ce qui se passe dans le champ, comment on fait, etc. Et ça, c'est des bons moyens aussi de communication et c'est souvent diffusé via YouTube, ce qui rajoute un réseau social à entretenir également. Mais voilà, il y a différentes tâches que en tant que pôle, on a l'habitude de faire puisque on a une équipe com qui gère déjà l'animation de notre réseau interne Vitagora. Donc c'est des compétences qu'on a, mais qui sont bien sûr indispensables dans le cadre de projets européens. Et je voulais parler aussi d'un autre Work Package qui est de plus en plus présent dans les projets européens parce que la Commission européenne demande de plus en plus à ce que les projets soient multi-acteurs, c'est-à-dire qu'on ait une représentation de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, un Work Package à part entière, souvent, soit c'est à l'époque, j'ai envie de dire, il y a quelques années, c'était la partie Stakeholder Engagement était souvent intégrée au Work Package Communication Dissémination, mais de plus en plus, on a des Work Packages à part pour cette partie. Qui va donc permettre d'identifier les stakeholders et de les engager dans toute la durée du projet. Et là, aujourd'hui, dans un projet en cours H2020, on est Work Package Leader de la partie Stakeholder Engagement, voilà, qui nous permet donc d'animer les stakeholders. Donc, il faut bien se coordonner avec la partie com dissémination, puisqu'il y a certaines tâches qui peuvent être un petit peu chevauchante, mais voilà, c'est un Work Package qui est important et qui, encore une fois, en tant que pôle de compétitivité, est très pertinent pour nous et pour le consortium. Voilà, donc aussi, vous, en tant qu'entreprise ou labo, n'hésitez pas à vous tourner vers votre pôle de compétitivité parce qu'ils ont souvent cette connaissance des projets européens en cours. Soit ils sont déjà partenaires dedans, soit ils en connaissent et ça peut vous permettre, vous, de devenir stakeholder d'un projet. Devenir stakeholder d'un projet, ça implique pas grand-chose. C'est-à-dire que vous avez, en général, on signe un NDA et ça s'arrête là. Vous recevrez pas de budget, mais vous n'allez pas non plus en dépenser énormément, à part un peu de temps homme. Et finalement, ça vous ouvre un réseau qui est assez qualitatif et ça vous donne accès aux résultats de la recherche de manière assez privilégiée. Vous pouvez participer aux workshops, aux événements et dans certains cas particuliers, vous pouvez même participer à des événements et vos frais de voyage sont pris en compte par le projet, par exemple. Donc ça peut être intéressant. Voilà, pour la partie rôle de Vitagora. Si vous avez des questions, je ne vois pas la partie Teams, donc je ne sais pas s'il y a eu des questions. Sinon, j'enchaîne sur le IT Food. Pas de questions, tu peux y aller sur le IT Food. Très bien. En tout cas, je retenez que c'est un rôle important que l'on peut avoir et qui peut mettre le pied à l'étrier pour une future participation à des projets. Tout à fait. Donc, j'enchaîne sur une succincte présentation de l'EIT Food. Alors, donc, on va commencer par les EIT déjà d'une façon générale. Qu'est-ce que c'est? Donc, on a parlé de pilier 3 tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, EIT déjà en termes d'acronyme, c'est l'Institut européen de l'innovation et de la technologie, qui est donc un corps européen indépendant qui a pour mission, pour objectif d'augmenter l'habilité, j'ai pas le mot français, de l'Europe d'innover en faisant facilité, merci Laurent, en faisant émerger des projets innovants, des idées innovantes et également des talents entrepreneuriaux. Effectivement, il y a un gros axe entrepreneurial dans l'EIT, dans les EIT. Donc les missions, voilà, c'est d'augmenter la compétitivité de l'Europe et donc des acteurs européens de la recherche et de l'innovation, contribuer à une croissance économique durable, à des créations d'emplois, grâce à des coopérations vraiment qualitatives entre les différents acteurs d'un même secteur et voilà, en liant les organisations plutôt business, mais aussi l'éducation et la recherche. Et donc, tout un axe entrepreneurial et innovant. Vraiment, l'innovation, c'est le maître mot des EIT, en créant des environnements favorables à la création donc de projets et à l'accélération de start-up et d'entreprises innovantes dans le cadre donc, de démarches entrepreneuriales. Donc, les communautés EIT sont divisées en différents EIT du coup thématiques, dont donc l'EIT Food dont je vais parler aujourd'hui, mais on a aussi voilà, l'EIT Climat, Digital, Santé, Énergie, Manufacturing, matières premières et mobilité urbaine. Donc qui sont indépendants chacun. Donc l'EIT Food est donc un réseau indépendant qui fait partie de ces EIT, qui est vraiment un réseau d'organisation. Encore une fois, on a des académiques, des grands groupes, des PME, des startups qui
font partie de ce réseau et qui ont la même, voilà, qui ont les mêmes objectifs en termes d'amélioration du système agroalimentaire en Europe, en lien avec à la fois l'économie, l'environnement et la partie sociale. Donc il y a 6 objectifs stratégiques dans l'EIT Food qui sont beaucoup liés avec aux consommateurs finalement que nous sommes tous. Donc voilà, surmonter aujourd'hui le manque de confiance des consommateurs, créer des aliments que les consommateurs vont apprécier, mais qui ont aussi une valeur nutritionnelle et santé importante. Construire un système alimentaire centré sur le consommateur, sur ses envies, sur ses demandes, sur sa santé. Et ensuite, toute une partie durabilité, voilà, pour augmenter la durabilité du système alimentaire aujourd'hui. La partie éducation, éduquer pour engager, pour innover, pour avancer. Et enfin, la partie entrepreneuriale, avec donc de différents accélérateurs de start-up qui existent au sein de l'EIT Food, comme les Rising Food Stars, qui est donc un réseau particulièrement qui accélère et qui sélectionne des startups pour leur donner accès à un programme d'accélération. Voilà, globalement. Donc c'est un réseau qui est basé sur des adhésions. Donc pour faire partie de ce réseau, il faut adhérer et il existe différents niveaux d'adhésion. Donc je vous les présente rapidement simplement pour que vous compreniez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que le IT Food existe, mais si vous voulez en bénéficier, il faut adhérer au réseau. Donc le niveau le plus haut de participation, c'est ce qu'on appelle les core partners. Et au sein des core partners, il existe encore une fois différents niveaux d'adhésion. Mais à savoir que les core partners vont avoir vraiment un rôle clé dans le développement stratégique de l'EIT Food. Donc non seulement ils vont pouvoir voter aux assemblées générales, ils vont pouvoir contribuer à la création des programmes, mais aussi il faut savoir que l'EIT Food finance des projets, enfin crée des appels à projets et les finance par la suite. Et si vous êtes un core partner Gold, vous pouvez bénéficier d'un budget illimité en fait au cours de l'année grâce à votre adhésion. À noter que c'est une adhésion à 90 000 € l'année. Bien sûr, c'est non négligeable, mais en contrepartie, si vous participez à des projets et que vous recevez du financement, ça peut rentabiliser l'adhésion. Core Partner Silver, c'est à peu près la même chose, mais vous ne pouvez pas recevoir plus de 500 000 € de budget par an sur les différents projets auxquels vous allez participer. Et c'est une adhésion annuelle à 45 000 €. Et enfin, une participation spéciale pour les PME qui est très intéressante aussi, hein, puisque l'adhésion annuelle est à 22 500 €, mais vous pouvez bénéficier de 250 000 €, soit 10 fois plus en termes de budget si vous participez à des projets. Donc ça, c'est vraiment le niveau max dans lequel vous pouvez tout faire, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez être coordinateur de projet, vous pouvez bénéficier de financements à haute valeur, vous pouvez participer aux assemblées générales, etc. Ensuite, un niveau intermédiaire qui est le niveau Network Partner. C'est le niveau qu'a Vitagora aujourd'hui. On est membre de l'EIT Food en tant que Network Partner, ce qui nous permet de participer aux activités de l'EIT Food, mais pas, par exemple, on ne peut pas être coordinateur d'un projet, mais on peut être partenaire et on peut bénéficier jusqu'à 50 000 € de budget par an. Mais ça veut dire que on peut, je vous en parlerai après, mais actuellement, là, on vient d'avoir la réponse. On a un projet qui a été sélectionné, dans lequel Vitagora est partenaire, et on a un budget entre 20 et 30 000 €. Si on veut reparticiper à un projet cette année, redéposer un projet et qu'on est financé, on ne pourra pas avoir plus que, par exemple, là, si on est à 30 000 €, on ne pourra pas avoir plus de 20 000 € sur cet autre projet, puisque le total doit être de maximum 50 000 € par an que l'on reçoit de l'EIT Food. De même, si on sponsorise un de nos événements par l'EIT Food et qui nous donne un certain budget, encore une fois, il faut que la somme de tous les financements qu'on aura reçus par an ne dépasse pas les 50 000 €. À côté de ça, notre participation annuelle
en tant que membre, ne s'élève qu'à 5 000 €. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre en fonction du niveau qu'on souhaite avoir. Pour l'instant, ça nous convient très bien, à voir si à terme on passe encore partenaire. Et enfin le niveau d'associé, qui, est le niveau le plus faible puisque la participation est gratuite. Mais en contrepartie, voilà, vous ne pouvez pas bénéficier de budget, de la part de l'EIT Food dans les projets. Vous pouvez participer dans des projets, mais que sous certaines conditions. Vous pouvez être invité à certains événements, mais pas à tous. Donc voilà, c'est le niveau le plus faible, qui permet, on va dire, de mettre un premier pied dans le réseau, peut-être pour analyser s'il y a une réelle valeur ajoutée, afin d'à terme, voilà, transformer l'adhésion en un niveau un peu plus élevé. Et donc je voulais juste rapidement vous présenter un projet dans lequel, Vitagora est impliqué. Alors c'est tout récent, hein, on a eu les résultats début mai, comme quoi le projet a été financé, donc le kick-off s'est fait dans la foulée. C'est pas du tout comme les projets H2020, qui sont ultra structurés et qui prennent énormément de temps à être montés. Là, c'est un projet qui s'est monté en 2 semaines puisque l'appel à projet n'était ouvert que pendant 1 mois. C'est-à-dire ouverture du call, dépôt, il n'y a qu'1 mois qui se passe entre les 2, donc il faut agir très vite, trouver des partenaires très vite et voilà, monter le projet, le budget, la totalité, dans ce temps imparti. Et ensuite, une fois qu'on a eu les résultats, le kick-off, s'en est suivi, presque immédiatement. Donc c'est un projet, qui répondait à l'appel Grow Workshops, qui sont un appel à projet en fait qui va financer l'organisation de workshops, afin d'éduquer, les agriculteurs dans une démarche, donc d'agriculture durable, et donc les éduquer, les former sur, les aspects, nouvelles technologies, dans l'agriculture. Donc on est un petit consortium de 5 partenaires, si je ne me trompe pas, coordonnés par l'université de Lund en Suède, et on a des partenaires d'Autriche, du Portugal et donc de France et de Suède. Donc nous sommes les représentants, en France et nous allons donc, organiser des workshops en France à destination, des agriculteurs. Pour, voilà, les former sur, l'intérêt des nouvelles technologies pour une agriculture durable. Donc l'idée, c'est de former aussi des jeunes agriculteurs, des petites fermes, pas que des gros. Voilà, bon, c'est encore un peu flou, ça vient de commencer et l'idée, c'est de commencer les workshops, à l'automne. Donc on va travailler là-dessus et bien sûr en Bourgogne-Franche-Comté, ça va avoir un impact puisqu'on va majoritairement avoir des acteurs dans cette région. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a des opportunités quand même intéressantes. Voilà, il faut bien y réfléchir, mais à savoir que c'est quand même un réseau, j'ai envie de dire un réseau d'excellence, parce que, le membership en fait dans ce réseau n'est pas immédiat. Il y a une analyse derrière. Est-ce qu'il y a un réel intérêt pour que cette organisation rejoigne le réseau? Il y a aussi un aspect de non-concurrence. Donc on ne va pas avoir 2 entreprises notamment, qui vont être concurrentes dans le réseau EIT Food pour avoir une exclusivité aussi quand on est membre. Voilà, c'est quelque chose qui est assez, c'est un gros réseau, c'est un réseau, ultra innovant, très compétitif et quand ils organisent des événements, voilà, c'est du networking, à n'en plus finir avec des opportunités de collaboration qui sont énormes, dans le EIT Food, mais aussi au-delà finalement, hein, parce que les acteurs qu'on y rencontre, vous pouvez aussi collaborer avec eux dans Horizon Europe ou dans d'autres projets, c'est tout l'intérêt de ce networking. Voilà, et donc c'est uniquement sur la chaîne AgriFood, donc c'est là aussi où c'est intéressant en termes d'excellence. On sait qu'on aura affaire à des acteurs, qui ont les mêmes, les mêmes, ambitions que les nôtres. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je suis, toute oui si vous avez des questions. Merci Eugénie. Justement, il y avait une question par rapport à ta dernière slide, ou l'avant-dernière. Comment sont recherchés les partenaires de l'EIT Food? Alors, ils sont pas, alors donc est-ce que vous parlez dans les projets ou est-ce que vous parlez en termes pour être membre du réseau? Je pense que je réponds aux 2 questions, remarque. OK. Alors pour participer, pour être membre du réseau EIT Food, c'est pas le EIT Food qui va venir vous chercher, hein. Clairement, c'est à vous de faire la démarche, de demander à devenir membre. Je le disais, c'est un réseau d'excellence, donc même si c'est un gros réseau, il reste limité. Voilà, c'est un réseau où,
il faut être très motivé pour le rejoindre. Il faut avoir, enfin voilà, on a dû faire une petite lettre de motivation, etc. Donc c'est une démarche à prendre. On va pas venir vous chercher, au contraire, puisqu'on va essayer de rester un petit peu. Alors je vais pas dire que c'est sectaire, mais en tout cas c'est un réseau fermé. Voilà, il faut candidater en fait pour rejoindre le réseau. Et j'ai compris qu'il fallait payer pour intégrer les EIT. Alors oui, donc et pour rejoindre les réseaux EIT, effectivement, il faut payer, sauf si vous avez le statut d'associé, comme je le disais. Et donc pour les projets, alors soit justement dans les événements de networking, alors à savoir que l'EIT Food organise tous les ans un événement de networking. Alors en 2020, j'ai eu la chance d'y participer à Budapest juste avant qu'on soit confiné, c'était en février 2020, et c'était un événement d'une ampleur incroyable. Je pense que voilà, j'avais jamais participé à un événement qui était aussi impressionnant en termes voilà, de tout ce qui avait été mis en place. Et au niveau networking, voilà, c'est là en fait qu'on rencontre les partenaires des projets, qu'on rencontre les membres de l'EIT Food et qu'on va pouvoir monter des projets, partager les idées projets. Donc ça se passe surtout lors de cet événement networking qui est un événement annuel. Et à côté de ça, nous nous sommes vus à Budapest. Ah bah très bien, je n'ai pas souvenir, il faudrait que je me repenche. Je pense qu'on a vu tellement de personnes à cet événement. Mais effectivement, voilà, c'est un événement qui permet de monter des projets, de rencontrer des personnes. Et puis à côté de ça, vous avez sur le site de l'EIT Food les différents partenaires qui sont listés, donc en fonction de core partner ou network partner. Et vous pouvez toujours voilà, aller voir là-dessus les partenaires qui pourraient vous intéresser, puis les contacter via l'intranet de l'EIT Food. Et ensuite, il faut bien sûr faire de la veille, chacun de son côté, sur les appels à projets qui sont ouverts dans le cadre de l'EIT Food pour pouvoir y candidater. Donc si j'ai bien compris ta réponse, on ne peut candidater à ces appels que si on est membre de l'EIT Food d'une manière ou d'une autre. Exactement. Okay. Très bien. Ben, merci Eugénie pour ces deux présentations fort détaillées. Et donc, comme il n'y a pas d'autres questions, je vais enchaîner sur... Pardon, excusez-moi. Hop. Alors, non, c'est pas la bonne slide. Excusez-moi. Hop. On va arriver. Voilà. Donc on va continuer rapidement pour terminer, et on terminera largement dans les temps, je pense, ce webinaire. Donc l'accompagnement en région. Donc vous avez vu l'accompagnement qui est proposé par le pôle Vitagora sur le sujet agroalimentaire. Je voulais vous parler rapidement aussi d'Enterprise Europe Network, un réseau que l'on représente au niveau de la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Donc qui vient en appui également sur les aspects partenariaux au travers de rencontres B2B ou de bases d'opportunités. Alors à la fois pour monter des projets collaboratifs en réponse aux appels à projets européens, mais aussi pour du partenariat B2B. Et puis voilà, des conseils que l'on peut apporter, Madame Bouvet en parlait tout à l'heure, hein, en amont du dépôt d'un programme. Alors à la fois des conseils sur les programmes européens, bien sûr, pour trouver le bon appel, le bon soutien via les PCN ou des conseils au montage, des financements de ce conseil, on verra tout à l'heure. Soit en amont aussi pour vous accompagner sur la démarche de management de l'innovation, hein, pour être dans une position la plus favorable à pouvoir mener un tel projet, et également sur les aspects juridiques et réglementaires. C'est pas le tout de développer un nouveau produit, mais il faut être sûr qu'il va pouvoir répondre à une réglementation en vigueur, ou si ce n'est pas le cas, veiller à l'évolution de cette réglementation, et également les aspects de propriété intellectuelle, de propriété intellectuelle en amont aussi, hein, de qu'est-ce qu'on est prêt à partager et qu'est-ce qu'on exploitera à l'issue du projet. Eugénie en a un petit peu parlé. Donc voilà toute une gamme de services que l'on peut vous proposer au niveau
de la CCI dans le cadre de ce réseau EEN. Et puis, bien entendu, qui dit réseau dit maillage avec nos homologues des 60 autres pays européens et associés. Voilà, donc j'en ai parlé, je vais aller rapidement. Hein. Analyse marché-concurrence aussi, qui peut être très importante pour je dirais, monter son projet. Sachez que l'Europe ne veut pas d'ailleurs refinancer des choses qui sont déjà développées et qui n'ont pas, et ça c'est une notion d'impact dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, une notion d'impact qui est forte, qui n'aurait pas de débouchés commerciaux ou d'impact sociétaux à l'issue. Et donc l'analyse de l'environnement en amont est quelque chose d'assez important. Faites-vous toujours assister pour relire les propositions, ça aussi c'est un élément important. Nous avons la chance, je crois, parmi nous, puisque nous avons quelques laboratoires aussi, cet accompagnement EEN est plutôt destiné aux PME, mais nous avons la chance d'avoir aussi parmi nous, je crois, Raphaël Bretin. C'était toujours là, Raphaël. Je te laisse le micro pour présenter ce que, au niveau des chercheurs des universités de la région, vous proposez. Oui, merci Laurent. Bonjour à tous. Donc, je suis Raphaël Bretin, je travaille au service d'ingénierie de projets européens et nationaux de l'Université de Bourgogne. Non, simplement pour présenter rapidement le dispositif d'accompagnement qui s'adresse aux chercheurs et enseignants-chercheurs des universités. Donc, il faut savoir que les projets européens sont maintenant au niveau de l'université gérés par notre université confédérale, l'UBFC, l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Qui va s'occuper en fait de toute la partie exécution du projet. Par contre, les dispositifs d'accompagnement des chercheurs pour le montage de leurs projets ont resté dans les universités, donc c'est un choix qui a été fait pour avoir un service d'accompagnement au plus près des chercheurs des universités. Donc nos deux services, donc mon service pour l'université de Bourgogne et le service de Johanna Krugel qui travaille à la direction recherche et valorisation de l'université de Franche-Comté, ont des missions similaires. Si tu peux revenir sur la suivante. D'abord, une mission d'information et d'orientation donc des chercheurs, des porteurs de projets vers la source de financement qui est le mieux adapté, vers l'appel à projet finalement qui est le mieux adapté à leur idée, à leur projet. Et puis, on apporte une aide aussi au moment de la soumission des projets, donc sur la partie montage. On prend en charge tout ce qui est aspect administratif et financier, avec l'élaboration des budgets notamment. Et puis, on offre une aide aussi à l'écriture des propositions. On peut apporter un certain nombre de conseils méthodologiques et rédactionnels dans le cadre du dépôt, du montage des projets. Donc la partie scientifique est évidemment laissée aux chercheurs. Et puis nous, on peut aider et orienter un petit peu en donnant des conseils méthodologiques sur ce type de projet. Et puis on prend en charge également la préparation des contrats et la phase de grant preparation avec la Commission européenne si les projets sont acceptés avant de transmettre donc la gestion des projets à l'UBFC. Voilà pour le dispositif qui s'applique aux chercheurs, enseignants-chercheurs des universités. Merci Raphaël. Donc, pour terminer, voilà, c'est un peu un slide résumé. Donc, Emmanuel Klein en a parlé tout à l'heure. Vous avez un site national horizoneurope.gouv qui est ouvert depuis quelques mois et qui est très bien fait. Il y avait déjà un site Horizon 2020 qui était bien fait, mais celui-là est encore mieux, il va évoluer. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Vous avez aussi, pour plus d'informations, donc les points de contact nationaux qui sont en train d'être sélectionnés et de démarrer leur mission. Vous retrouverez aussi leur liste sur le site national, mais vous avez aussi des relais relais Horizon Europe. Donc, vous pouvez vous déclarer relais Horizon Europe sur le même site si vous avez la capacité je dirais, de cibler un écosystème particulier et d'être le relais de ces points de contact nationaux, de recevoir une information privilégiée de leur part pour relayer en région. Ça fait partie du nouveau dispositif voulu par le gouvernement. Donc parmi ces relais que vous venez de voir, à la fois le pôle de compétitivité, l'université, nous au travers de EN, et puis deux autres structures. Donc c'est pas exhaustif ce que je cite là, mais enfin c'est ceux qui sont principalement impliqués sur Horizon.
BPI France qui propose des services de financement, alors ça c'est pour les coordinateurs de projet, de financement de l'ingénierie de montage, c'est-à-dire vous pouvez bénéficier d'une subvention au travers alors pour une PME, hein, j'entends, au travers d'un produit BPI France qui viendra financer comment dirais-je, le travail d'un consultant pour vous aider au montage. Et puis vous avez également le conseil régional au travers de son bureau Europe à Bruxelles, qui est destinataire aussi d'un certain nombre d'informations, notamment de recherche de partenaires, et qui peut être un interlocuteur intéressant. Voilà, je vous remercie. Alors, juste avant de vous remercier, peut-être pour vous redonner quelques chiffres. Alors, ce n'est pas les chiffres en agri-agro-bio, je suis désolé, je n'ai pas focalisé, mais on peut considérer qu'il y a bien un quart de ces chiffres qui concernent le domaine agri-agro-bio, entre un quart et un tiers. Mais sachez que Horizon 2020, entre 2014 et 2020, dans notre région, c'est quand même 157 projets avec 201 participations. Donc 46 PME, donc c'est important de le souligner, et 94 laboratoires. C'est une augmentation de 125% par rapport à la phase précédente du 7e PCRD. Donc je ne sais pas si on aura une augmentation de 125% entre Horizon 2020 et Horizon Europe. Ça sera peut-être difficile, mais en tout cas, on va s'y atteler. Et je vous invite, voilà, pour les prochains rendez-vous. Alors, autour de la table, je pense que vous êtes surtout concernés par Agri-Agro-Bio. Sachez que peut-être dans le digital, il pourrait y avoir des sujets qui pourraient vous intéresser aussi. Donc, mardi prochain et le mardi suivant, sur les aspects climat-énergie, peut-être également quelques sujets qui peuvent recouper l'Agri-Agro-Bio. Et sachez que ces webinaires seront disponibles en replay sur notre site d'ici quelques jours pour celui-ci et au fur et à mesure pour les autres. Merci encore à Emmanuel Klein de s'être rendu disponible et de sa présentation détaillée. Merci à nos deux témoins, Jeannie Bouvet et Eugénie Cornu. Merci à toutes et tous. J'aurais souhaité que vous soyez un peu plus nombreux, mais vous n'y êtes pour rien. Mais ceux qui étaient là, c'était parfait. Et en espérant qu'on aura parmi les no-shows, comme on dit, des personnes qui viendront visionner ce webinaire. Merci à tous et toutes et tous. Bon appétit et à très bientôt. Ah, je crois que Emmanuel